Bon mec, on a un problème. Oui, je sais qu'on avait promis de faire un épisode spécial sur Viollet-le-Duc, mais à part aller tourner à Pierrefonds, je vois pas. Et tu l'as déjà vu ce château, il est absolument incroyable. En plus, il fait partie du CMN, donc le Centre des Monuments Nationaux. Et moi, je suis quoi? Je suis juste tatoueur. Tu crois que je vais les appeler? Ils vont me dire oui, bah vas-y, viens tatouer à la maison. Non mais rien que les autorisations, c'est absolument impossible d'avoir des autorisations pour aller tourner là-bas. Épisode 4. Si je vous parle d'architecture médiévale, peut-être pensez-vous à un vieux château que vous auriez déjà visité. Mais si je vous parle tatouage et architecture, qu'est-ce que ça vous évoque? Dans cette série de vidéos, je voudrais vous amener dans un monde où les vieilles pierres peuvent être vivantes, où le tatouage peut être culturel et où le médiéval n'a jamais été aussi moderne. Je suis Laël, artiste tatoueur, passionné de patrimoine et d'histoire. Soyez les bienvenus. Pour ce nouvel épisode de Pierre et d'encre, nous sommes donc à Pierrefonds, l'un des châteaux médiévaux les plus beaux du monde, mais aussi l'un des châteaux médiévaux les moins médiévaux du monde. Pour moi, Pierrefonds, c'est le château idéal, le château médiéval dans toute sa splendeur, le château de rêve. Pourquoi je dis rêve? Parce qu'en fait, c'est un château anachronique, c'est un château du 19e siècle. Il ressemble au 15e, mais il est du 19e. Mais pour comprendre ça, il faut remonter au 15e siècle. Le château a été commandé par et construit pour Louis d'Orléans, frère de Charles VI, dit le Fou, à la fin du XIVe siècle. Malheureusement, il n'aura jamais trop l'occasion de vivre dedans. C'est en 1616 que Richelieu fait abattre le château. Il en fait abattre 2000 en France pour ne pas qu'il serve de lieu de repli pour les protestants français qui à cette époque s'appelaient les Huguenots. On est là sur un sujet bien massif, bien compliqué et je pense que ça pourra faire l'objet d'une nouvelle vidéo. Il va falloir en faire plein de vidéos. Et c'est ensuite Napoléon Ier qui rachète les ruines du château, en fait un monument historique et il devient patrimoine national. Et là, il va falloir me suivre. On arrive doucement au 19e siècle et on se met à redécouvrir le Moyen-Âge. On a des ruines un peu partout autour de nous. Les poètes, les peintres fantasment un peu cette époque médiévale, les chevaliers et les amours courtois. Et Napoléon III récupère le château et en 1857, il demande à Viollet-le-Duc de retaper le château. Donc quand on voit un château comme ça, on se dit mais comment est-ce qu'on peut savoir que c'est un château du 19e? C'est facile, regardez les flèches du pont-levis. Ça, c'est en métal. Il n'y avait pas de flèches comme ça au 15e. Là, on est au 19e. Et Napoléon III, qui a son palais impérial à Compiègne, donc pas très loin d'ici, se dit « Oh, mais j'aimerais bien, c'est la mode d'avoir un espèce de corps de chasse, de logis de chasse un petit peu romantique. » Et il va voir Mister Viollet-le-Duc et il lui dit « Est-ce que tu pourrais me retaper une partie du château, donc exactement ce qu'il y a derrière moi, et le reste tu le laisses en ruine, parce que c'est beau, c'est romantique, c'est la mode. » Donc notre bon vieux Viollet-le-Duc fait ce qu'on lui a demandé, il restaure cette partie du château. Napoléon III vient et constate à quel point son travail est incroyable et il lui dit « Non mais c'est pas possible frère, faut que tu fasses le reste. » Et Viollet-le-Duc signe
et nous sort ce chef-d'œuvre, l'un des plus beaux châteaux du monde. Bienvenue à Pierrefonds. Rendez-vous compte, le château ressemblait à ça. Et vous l'aurez compris, j'ai une affinité toute particulière pour Monsieur Eugène Viollet-le-Duc. Sans lui, j'aurais plus toutes ces références architecturales et médiévales. Il a tout refait, c'est grâce à lui qu'on a encore tout ça. Vous allez en entendre parler encore longtemps dans mes vidéos. Et c'est pour ça qu'en plus, je voudrais vous faire un petit big up pour le monsieur qui est juste là, Mister Eugène Viollet-le-Duc. Parmi les sculptures réalisées par Viollet-le-Duc, on a sur les lucarnes de chaque côté des petits chats. Il y en a 32. Pour être exact, si on compte bien, la dernière tient un chaton dans sa bouche, ce qui nous fait 33 chats. C'est trop mignon. Chose promis, chose due, on vous l'avait dit qu'il fallait un épisode complet pour vous parler de Viollet-le-Duc. Et ben voilà, on est à Pierrefonds et aujourd'hui on va faire que ça. On va vous parler de Viollet-le-Duc parce que sans lui, il n'y aurait plus rien en France. Donc parlons d'Eugène. Il est né le 27 janvier 1814, un jour avant moi. Il est né dans une famille de bourgeoisie un peu aisée. Autour de son père gravitent des artistes, des architectes, donc il se met vite à ça, un peu l'art et l'architecture. Il devient prof, il se promène, il voyage et ça lui permet d'amasser un certain nombre de connaissances autour de l'architecture et surtout de l'architecture médiévale. Viollet-le-Duc, vous en entendrez souvent parler lorsqu'il s'agit d'architecture médiévale. Pourquoi? Parce que cette personne, lors de sa vie, a restauré 246 monuments français. Je ne sais pas si vous vous imaginez, 246 monuments. Il a restauré la cathédrale de Clermont-Ferrand, Notre-Dame de Paris, la Sainte-Chapelle, il a restauré Carcassonne complètement, il a restauré Pierrefonds, il a tout restauré. Quand vous entendrez parler de Viollet-le-Duc, les avis sont multiples et assez partagés. Parce que quand il a restauré certains bâtiments, des personnes pensent qu'il a parfois dénaturé un peu les bâtiments. Faut se mettre à sa place. Il n'y avait pas vraiment de restauration de bâtiments avant lui. Donc quand il a commencé à le faire, il s'est parfois confronté à des manques de connaissances par rapport à ces bâtiments. On lui reproche par exemple le fait d'avoir mis des toits en ardoise sur la cité de Carcassonne. Il faut bien comprendre quelque chose. À cette époque-là, Carcassonne, c'était une ruine gigantesque. Donc quand il est arrivé, il a vu ce paysage de désolation où en fait, quand on sait que toute la ville basse de Carcassonne a été construite avec les pierres, on appelle ça pierrer, il récupérait les pierres de Carcassonne, Carcassonne ne ressemblait plus à rien. Donc lui, il s'est dit, bon ben on va reconstruire Carcassonne. Il n'y avait pas de gravure, il n'y avait pas d'esquisse de ce à quoi ressemblait la vraie ville médiévale de Carcassonne. Et c'est pour ça que Viollet-le-Duc est multiple. Les parties de Carcassonne qu'il a pu restaurer en étudiant l'architecture et en sachant exactement ce à quoi ça pouvait ressembler, il les a restaurées à l'identique. Mais le reste, on est au 19e siècle, il y a un romantisme ambiant et il se dit, bon ben je sais pas à quoi ressemblent les toitures, on va mettre des toitures en ardoise, plus élancées, plus coniques, ça fait médiéval. Mais c'est vrai que là où est Carcassonne, normalement on a des toitures en tuiles et c'est là où les gens disent, non, Viollet-le-Duc il a dénaturé Carcassonne. Oui, mais sans Viollet-le-Duc, il n'y aurait plus de Carcassonne. Donc il réinvente. C'est un artiste parce que quand il n'a pas les connaissances nécessaires, il refait, mais à côté de ça, c'est aussi un archéologue. Par exemple, au cours de sa vie, il a réalisé une collection d'outils médiévaux qui servaient à la construction des cathédrales. Je prends pour exemple le fait qu'au 19e siècle, on a déjà une industrie suffisante qui permet de faire de belles coupes de pierre lisses, et lui, il reprend quand même l'utilisation de la gradine, qui est un outil, c'est un ciseau à pierre, qui laisse des marques sur les pierres. Et ben, c'est volontairement qu'il laisse ces marques parce qu'au XVe siècle, par exemple, on utilisait cette gradine, ça laissait des marques sur les pierres, donc comme il a envie de poursuivre cette œuvre-là, il réutilise les outils qui étaient déjà utilisés à cette époque-là. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était un travailleur acharné, un peintre extraordinaire, il a fait des esquisses... entre 246 et 249 bâtiments en l'espace de 20 ans. Et il était vraiment présent sur tous ces bâtiments-là. Par exemple, à Pierrefonds, à un moment donné, Napoléon III lui a dit qu'il avait quelques problèmes de budget pour finir le bâtiment. Il est venu et c'est lui qui allait dans les carrières de pierre renégocier le prix de la pierre. Il allait jusque-là. Il s'arrêtait jamais. Donc quand il n'a pas les données, il réinvente et il crée, comme un artiste. Mais
quand il fait son travail d'archéologue, par exemple à Pierrefonds, il a retrouvé un encorbellement dans la forêt quand il a commencé ses travaux. C'était 2 anges qui jouaient un tambourin et il était à moitié cassé. Et bien, l'encorbellement, il est présent derrière moi dans la salle des Preuses et il est en 3 étapes. En bas, il y a celui qu'il a retrouvé. Au milieu, on voit l'étude qu'il a fait avec un tailleur de pierre et pour restaurer la partie manquante. Et en haut, ils ont remis celui qu'il a recréé et qui correspond le plus à l'identique. Donc Viollet-le-Duc, c'est ça, c'est le grand restaurateur, c'est aussi la raison pour laquelle en France on a autant de bâtiments médiévaux et que dans les autres pays ils ont plus parce qu'on a été quasiment les premiers à faire de la restauration de bâtiments. Alors c'est vrai que quand on arrive à Pierrefonds, devant ce château extraordinaire, on voit cet échafaudage qui fait plus de 700 tonnes. On pourrait être un peu déçu parce que ça gâche la vue. Cependant, je vous laisse voir les choses différemment. Du coup, clairement, je pense que si vous voyez qu'on prend soin de son château, il serait fier de nous. Et quand il restaure un château, il s'occupe de tout, aussi bien de la tapisserie que du mobilier, que de l'ornementation, que même parfois des sculptures. Et à Pierrefonds, les sculptures ont une grande place. Ici, on est sur ce qu'on appelle un perron, c'est-à-dire l'entrée d'une grande demeure ou d'un château. Il pense, lui, qu'on sculptait des bêtes médiévales à l'entrée des perrons pour rappeler l'usage ancien qu'on avait d'attacher justement des bêtes féroces à l'entrée des châteaux et des demeures pour en protéger l'accès. Par exemple, la Sainte-Chapelle à Paris, où il y a des lions à l'entrée, sculptés par Philippe le Bel, pour rappeler certainement son grand-père Louis IX. Et du coup, lui, il se dit, quitte à sculpter des bêtes féroces, on va y aller à fond, puisque, encore une fois, on est dans le romantique et que Viollet-le-Duc, c'est un artiste. Et il se dit, quitte à mettre des bêtes vraiment cauchemardesques, on va créer des espèces de chimères. Donc là, on a une pélicane avec 3 paires de hinces, des ailes de chauve-souris et des pattes de batracien. Clairement, je suis un ennemi, je fais demi-tour si je vois ça, moi. Donc il y a un nombre de sculptures chimériques ici à Pierrefonds assez importantes et ça rappelle aussi par exemple les gargouilles qu'il a sculptées à Notre-Dame de Paris, des gargouilles qui sont assez célèbres. On en retrouve aussi ici et j'ai une petite affinité toute particulière pour la salamandre. Mais dis-moi Jamy, c'est quoi une meurtrière? Tu fais bien de me poser la question. La meurtrière, c'est cette ouverture qu'il y a juste là. C'est un terme générique pour définir cette espèce d'ouverture par laquelle on se défend. Et le vrai nom va dépendre de l'arme qu'on va utiliser pour justement se défendre. Si par exemple on se défend avec un arc, ça va s'appeler une archère, de forme longue comme ça ou en croix. On peut aussi appeler ça une arbalétrière et il y a parfois des canonnières donc qui sont plutôt de forme ronde. On peut avoir les deux, on peut avoir une archère et une canonnière. Il y a même parfois des ouvertures pour fusillade. Donc les noms changent, mais le terme générique, c'est la meurtrière. Et si je vous dis, vous avez vu ces jolis créneaux, c'est certainement un piège, parce que tout le monde pense que les créneaux, ce sont les parties pleines, alors que non, les créneaux, ce sont les parties vides, les parties par lesquelles on tire ou on se défend. Les parties pleines, elles, ce sont des merlons. Donc si quelqu'un un jour vous dit, vous avez vu ces jolis créneaux, bon déjà, il est possible que vous viviez au XVe siècle, donc ça déjà c'est bizarre, et puis en plus, vous lui direz, non, ça ce sont des merlons, et ici ce sont des créneaux. Comme ça, vous savez. Bon, on va vous aider avec des effets spéciaux de folie que vous allez comprendre encore plus facilement. On commence, on a la tour. Au-dessus de la tour, c'est le parapet. En dessous du parapet, on a ce qu'on appelle les mâchicoulis. Les mâchicoulis, c'est l'endroit par lesquels on tire pour se défendre. Si on peut tirer, s'ils sont ouverts entre les corbeaux, on appelle ça des mâchicoulis pour tir fichant. S'ils sont fermés, comme ici, ce sont des mâchicoulis décoratifs. Au-dessus, sur le parapet, on a des créneaux. C'est donc un parapet crénelé. Ce n'est pas un parapet en couronnement, parce qu'il y a encore quelque chose au-dessus. Ça veut dire qu'au-dessus du parapet, on a un toit en appentis, sur lequel on a la tour qui continue avec une réduction de diamètre. Et au-dessus de ça, on finit avec justement un couronnement crénelé, donc un couronnement avec des créneaux. Et à la fin, pour vraiment terminer la tour, un toit conique, encore une fois en réduction de diamètre. Et c'est aussi ce genre de silhouette typique du XVe siècle qui change un peu des grosses tours trapues du XIIe et du XIIIe siècle, qui font la beauté de ce genre d'éléments architecturaux et qui font que quand on voit un château d'aussi loin, sa silhouette est élancée et plus gracieuse. Et c'est ça que j'adore ici. Les 8 tours se ressemblent et les 8 tours donnent une impression de loin fantastique.
Et voilà, l'épisode 4 touche à sa fin. Encore merci de me suivre dans cette aventure. Si l'épisode vous a plu autant que moi ça m'a plu de le tourner, eh ben n'hésitez pas, mettez un commentaire, likez, partagez-le. Pour nous c'est vraiment important. Et puis ça me permet de vous faire des vidéos dans des lieux aussi extraordinaires que celui-là. Et c'est pas fini. Attendez de voir l'épisode 5. D'ailleurs j'ai un petit indice pour vous. On va aller tourner dans l'un des châteaux qui a inspiré l'un des contes les plus populaires du XXe siècle. Si vous trouvez, mettez-le moi en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt. D'après toi, combien de fois on a dit violer le duc dans cette vidéo? Dites-le moi en commentaire.